Il fut un temps où ce géant du web régnait en maître. C'était un portail que tout le monde ouvrait en premier en se connectant sur Internet. Il y avait un moteur de recherche, une boîte mail, un espace forum pour y poser des questions, une page d'actu, des groupes, bref, tout ce dont on a besoin sur Internet. Bienvenue dans ce 5e épisode de Tech & Talk, la chute des légendes. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire du mastodonte violet, Yahoo, qui a eu le pied un peu trop fragile et n'a pas su rester debout. L'histoire commence en 1994 à Stanford avec 2 étudiants en doctorat en génie électrique. Il s'agit de Jerry Yang et David Filo. Ils passent beaucoup de temps sur Internet et donc décident de créer un annuaire pour répertorier tous les sites qu'ils vont rencontrer sur Internet pour faciliter la recherche. Ils décident de l'appeler Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Ils nomment leurs 2 serveurs Akebono et Konishiki, en hommage à 2 lutteurs de sumo légendaires. Et donc, ils décident de partager cette liste à des amis. Ces mêmes amis les partagent à d'autres amis, qui les partagent à d'autres amis. Et de fil en aiguille, on arrive à une avalanche de partages qui donne le succès pour le départ de Yahoo. En septembre 1994, le guide compte 2000 sites qui sont déjà répertoriés et 50 000 recherches par jour. En novembre 1994, c'est plus d'1 million de visites par jour sur le site. Les serveurs de l'université sont saturés et Stanford, dans la panique, demande gentiment mais fermement à nos 2 créateurs de dégager. Ils décident alors de changer de nom et de baptiser le projet Yahoo pour Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Oulala. Et le point d'exclamation à côté de Yahoo, c'est simplement la touche de marketing pour donner une identité à la marque. Pourquoi Yahoo marche et a autant de succès ? Parce qu'à l'époque, Google n'existe pas. Et c'est la croix et la bannière pour trouver une information sur le web. Trouver un site, c'est une totale galère et Yahoo devient le premier point de référence, le premier point d'entrée dans le web pour une navigation facilitée. Ce qui explique derrière sa croissance fulgurante. En 1995, on compte 100 000 visiteurs uniques par jour. En avril 1996, la société est introduite en bourse et l'action passe de $13 à $33 le premier jour. En 1998, la Coupe du Monde, Cocorico, Yahoo devient le site le plus visité au monde. Puis en 2000, l'action, elle, est à $118. Sa capitalisation boursière, elle est à 125 milliards de dollars. Au fil des années, du coup, Yahoo se propulse de plus en plus haut dans les échelles des sites les plus visités au monde pour atteindre en 2007 la 3e place du site le plus visité au monde. La stratégie de Yahoo est simple. Ils veulent être partout. Et donc, Yahoo n'est pas qu'un annuaire de sites. C'est aussi, tenez-vous bien, Yahoo Mail, qui est sorti en 1997, et donc c'est un des premiers services d'email gratuits et massif. C'est-à-dire que le grand public a accès à la technologie email, peut avoir son adresse email gratuitement et communiquer de cette façon. En 1998, ils sortent Yahoo Messenger, qui est donc un concurrent direct de MSN Messenger. En 2005, ils ont leur fameuse foire aux questions, la très populaire Yahoo Answers, qui était d'ailleurs ma section préférée sur le site parce que j'aimais bien aller naviguer dessus pour voir et lire toutes les questions les plus loufoques qu'il pouvait y avoir sur Internet. À son apogée, Yahoo proposait plus de 50 services différents sur sa plateforme. De l'email aux actualités, la finance, le sport, la météo même, et aussi les horoscopes. Pour toute une génération, Yahoo, ce n'était pas simplement un site Internet. Yahoo, c'était Internet. Et Yahoo était totalement intégré dans la pop culture parce que de nombreuses productions audiovisuelles y font référence, notamment Ne le dis à personne, où Yahoo est un peu le point de départ de l'intrigue. Bon, après, il est important quand même de noter que c'était probablement du sponsoring de la part de Yahoo pour être intégré dans cette œuvre audiovisuelle. Mais on pouvait aussi le retrouver dans d'autres œuvres, notamment Les Simpsons. Il sponsorisait aussi des événements sportifs et des émissions de télé. Mais comme je le disais un peu plus haut, Yahoo Answers en 2005 était le point qui attirait le plus l'attention sur sa plateforme. Les gens venaient en partie beaucoup sur Yahoo pour Yahoo Answers pour y lire les questions les plus loufoques, les plus intéressantes, les plus étranges, les plus particulières, celles que tu n'osais pas nécessairement poser mais que tu étais bien content de trouver. Un peu comme Reddit aujourd'hui. On pouvait trouver des questions comme par exemple « Est-ce que les chats rêvent ?» ou encore « Combien de temps faut-il rester assis sur les toilettes pour faire passer le blues du mardi ?» Ce sont des vraies questions qui ont été posées sur la plateforme.
Mais le coup de génie qui va propulser encore plus Yahoo dans son ascension fulgurante, ce sera l'intégration de Yahoo comme lien par défaut sur Netscape. Netscape, à l'époque, c'était le navigateur numéro 1 que tout le monde utilisait. Et avoir Yahoo en lien par défaut sur le directory faisait que on ne pensait pas nécessairement à autre chose qu'à Yahoo pour entrer sur le web. En résultat, des millions de personnes découvrent Yahoo chaque jour et ça augmente encore plus la popularité de la plateforme. Mais hélas, comme nous sommes dans une série sur la chute des légendes de la tech, on pourra constater chez Yahoo des premiers signes de faiblesse autour des années 2000. Parce que à ce moment-là, la bulle Internet commence à éclater. Et les valorisations boursières des .com et des plateformes du net commencent à s'effondrer. Évidemment, Yahoo survivra même avec une baisse de son action, qui elle plonge à $8 en 2001. Yahoo donc survit au crash boursier, mais le marché n'est plus irrationnel. Ils sont beaucoup plus raisonnés sur la valeur qui est donnée à certaines entreprises. Les entreprises du net doivent désormais prouver qu'elles sont rentables. Et c'est un problème que Yahoo a toujours eu parce qu'il n'a jamais réussi à rentabiliser et à monétiser sa plateforme. Ils ont 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, mais ils ne parviennent pas à le monétiser. Leur part de marché pour la publicité est de seulement 2% à ce moment-là. Contrairement à un autre acteur qui a beaucoup moins d'utilisateurs, coucou Google, mais qui à ce moment-là, lui, représente 54% de la publicité. Pourquoi cette différence ? Parce que Google, lui, sa publicité, elle est ciblée sur les intentions de recherche. Ce qui n'est pas le cas pour Yahoo, où c'est principalement des bannières et des pop-up placés un peu ici et là au hasard. Une autre erreur très stratégique que Yahoo fera et qui va vraiment lui coûter très cher va concerner les différents rachats dans lesquels il va être impliqué. En 2002, Google propose à Yahoo de le racheter pour $1 milliard. Yahoo refuse parce qu'il estime que c'est trop cher payé pour ce que c'est. En parallèle, en 2008, Microsoft propose de racheter Yahoo. Il leur propose 44,6 milliards de dollars, ce que Yahoo refuse. Cette offre de rachat représente donc du cash et des actions, mais Yahoo refuse parce qu'ils estiment que ça sous-évalue leur plateforme et sa valeur réelle. Ils ont également eu la possibilité de racheter Facebook à ses débuts, mais ils hésitent un moment, font une première proposition à $1 milliard que Mark Zuckerberg va refuser. Puis le temps de se décider et quand ils reviennent, il est déjà trop tard parce que à ce moment-là, Mark Zuckerberg va refuser leur nouvelle proposition. Le montant, vous vous demandez combien c'était ? 47 milliards de dollars. Mais à ce moment-là, Facebook est déjà une start-up qui a le vent en poupe et la justification est que c'est trop bas pour Mark Zuckerberg pour vendre Facebook à ce moment-là. Un manque de vision claire sur le produit parce qu'il y a une multitude de propositions sur la plateforme. Un leadership qui est instable d'année en année parce qu'ils vont changer beaucoup et à plusieurs reprises de CEO et de dirigeants. Des fuites de données massives entre 2013 et 2014 qui vont vraiment ébranler la confiance du public sur la plateforme et sa sécurité. Une opportunité ratée sur le virage vers le mobile et des décisions stratégiques catastrophiques d'année en année feront et amèneront Yahoo à se rendre à l'évidence en 2016. Ils ne peuvent plus être sauvés en tant qu'entreprise indépendante et ils acceptent de vendre leur activité à Verizon pour seulement 4,8 milliards de dollars. C'est donc la fin tragique d'un géant qui avait pourtant toutes les cartes en main pour réussir. Aujourd'hui, Yahoo existe encore, mais plutôt sous la forme d'une plateforme média. Un portail média où on peut retrouver des informations sur l'actualité, sur les finances, sur le sport. Yahoo Mail fonctionne encore et Yahoo Finance est toujours utilisé, mais ce n'est plus comme à l'âge d'or de la plateforme. Néanmoins, l'héritage de Yahoo est toujours présent. Ils ont démocratisé l'accès grand public à Internet. Ils ont popularisé l'email gratuit et les portails web. Et surtout, ils restent dans nos mémoires comme un symbole d'un Internet plus lent, plus humain, plus chaotique aussi, mais auquel on s'était beaucoup attaché. Yahoo, pour ceux qui ont grandi à cette époque, ce n'est pas juste un portail web, c'est vraiment une perte symbolique, son arrêt, sa chute, sa disparition. L'histoire de Yahoo, ce n'est pas l'histoire d'une mauvaise idée qui échoue, c'est l'histoire d'une bonne idée qui est mal exécutée. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Ceci était le dernier épisode de cette série documentaire Tech & Talk, la chute des légendes. J'espère sincèrement que les vidéos vous ont plu autant que moi j'ai pris plaisir à les préparer, à les filmer
Et je vous dis à très prochainement, très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos sur la tech. Allez, salut!